travaillons au sein du Bureau de l'organisation des conditions et du temps de travail. Donc, comme ça a été dit ce matin, c'est un bureau qui a été créé récemment lors de la réorganisation de la DGAFP en mars 2017. Et c'est un bureau qui a été créé pour donner une nouvelle impulsion et pour vraiment, comment dire, concentrer en son sein la politique et les actions et le recensement des actions menées dans ces domaines d'organisation du travail au sens large. Pour commencer un peu mon propos, je vais rappeler, mais alors très rapidement, parce qu'on en a parlé plusieurs fois, les intervenants en ont parlé d'ailleurs très très bien ce matin, sur des actions déjà menées dans la fonction publique sur ces questions. Donc bon, je ne vais pas revenir sur l'accord cadre RPS, bien sûr, de 2013, même si, comme l'a très bien dit l'ANACT tout à l'heure, il s'agit effectivement de passer désormais, après les diagnostics, au plan d'action. Et nous verrons comment la DGAFP va tenter d'accompagner les administrations dans l'élaboration de ces actions elles-mêmes. Peut-être un petit point sur le télétravail, parce que ça a été un point important pour la DGAFP qui a beaucoup travaillé d'abord sur l'élaboration des textes, bien sûr, comme toujours, mais également à développer un rôle d'accompagnement de la mise en œuvre de la réglementation auprès des administrations, puisque nous avons élaboré un guide de mise en œuvre pratique du télétravail en 2016. Il y a actuellement un plan national de déploiement du télétravail et nous essayons également de réaliser un bilan des mesures prises, notamment dans certains bassins régionaux, pour le développement de ce télétravail. Par la mise, par l'encouragement, le développement d'actions de sensibilisation et aussi par la promotion d'actions de formation, tant envers les télétravailleurs qu'envers les managers des télétravailleurs, ce qui demande souvent une certaine force de persuasion, je dirais ça comme ça. Également, un autre axe de travail pour la DGAFP, ça a été l'élaboration de l'ordonnance de janvier 2017, qui a mis en place, impulsé différentes nouveautés, et des nouveautés donc, qui concernent tant l'assouplissement, je dirais, des règles relatives au temps partiel thérapeutique, par exemple, ou encore la création de la période de préparation au reclassement. Est-ce qu'on peut dire globalement sur ces nouveautés, ces nouveaux mécanismes mis en œuvre ou qui vont l'être prochainement dans des textes à paraître, c'est qu'on approche une dimension plus souple et qu'on essaye de lutter contre le cloisonnement très souvent fait en France entre la personne malade, non apte et donc forcément chez elle, et la personne au travail qui doit être performante. Il y a souvent ce cloisonnement très fort qui fait que je pense notamment évidemment aux DRH, qui ne disposent pas des outils et des moyens de réinsérer ou d'accompagner la personne dans la mise en place d'un programme, d'un projet personnalisé pour lui permettre une réinsertion ou en tout cas pour éviter qu'elle coupe avec son monde professionnel. Voilà, je pense il y avait un effort à faire sur ce genre je dirais, de situation intermédiaire. Et si je dois citer un exemple, c'est vraiment la mise en place de la période de préparation au reclassement, dont le texte va passer au CSFPE début avril, donc ça ne devrait pas tarder, qui vraiment va permettre à quelqu'un qui a été reconnu inapte à ses fonctions de bénéficier d'une période un peu sas, je dirais, pour, entre guillemets, tester des nouvelles missions, être accompagné par les services RH. Alors, ça va demander un investissement en temps, bien entendu. Pourra également bénéficier de formation en vue de lui trouver la solution la plus adéquate et la plus adaptée à sa situation. Je parlerai également du plan d'action pluriannuel du 28 mars 2017 qui a défini des nouvelles priorités et qui a fortement orienté notre agenda social de début d'année scolaire, je dirais 2017, puisque on a ouvert les chantiers SST tout d'abord sur la médecine de prévention, qui reste la grande priorité,
en tout cas entre autres, hein, de l'agenda social actuel, puisque, comme vous le savez, le contexte de crise démographique de la médecine du travail est tel que nous sommes à la recherche de solutions. Et avant de chercher des solutions, on a mené des études assez poussées grâce à des experts du sujet pour essayer de comprendre. Parce qu'une fois qu'on a dit qu'il y a pénurie des médecins, on ne peut pas malheureusement sortir des médecins du travail du chapeau. Donc comment fait-on ? Nous nous sommes déjà évidemment aperçus que la problématique ne touche pas que le secteur public, bien entendu, et qu'elle touche l'ensemble du secteur travail, puisque la pénurie commence dès la sortie de l'internat, et je dirais même avant à l'entrée de l'internat, puisque en discutant avec des experts, que ce soit les professeurs d'université, des experts en médecine du travail, des étudiants, des jeunes internes en médecine du travail, on s'aperçoit qu'il y a un défaut d'attractivité très très fort sur cette spécialité. Tout simplement parce que, je vais dire vraiment comment dirais-je, une chose toute simple, mais c'est qu'en général, un étudiant, quand il s'oriente vers des études de médecine, c'est qu'il veut soigner. Il veut soigner, il veut guérir. Et donc, quand on lui parle de prévention, il a beaucoup de mal à se faire à l'idée qu'il va prévenir, et c'est pas, comment dirais-je, c'est pas dans son ADN, si j'osais. En tout cas, c'est pas pour ça qu'il a choisi ses études de médecine. Et donc, pour lutter, pour renforcer l'attractivité, plus exactement, de la médecine du travail, il y a des actions à mener envers les étudiants pour qu'ils comprennent quels sont les enjeux de la médecine du travail, de la médecine de prévention pour le secteur public, et comprendre que le rôle si important de la prévention. Et les étudiants qu'on a rencontrés, les représentants des internes, nous ont souvent dit qu'en fait, il y avait un défaut aussi d'attractivité parce qu'ils ne connaissaient pas, tout simplement. Et donc, ça passe par le développement de stages avant le concours de l'internat, développement de stages dans ces services de médecine du travail, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Et là, il y a un gros travail à faire, donc sachez qu'on y travaille avec les spécialistes du sujet et notamment les responsables de formation dans les universités de médecine. J'insiste un peu sur ce point parce que je pense que voilà, la médecine de prévention est clairement en souffrance, mais qu'il faut aussi comprendre pourquoi et d'où ça vient. Et que c'est pas... voilà, que ça ne se résout pas d'un coup de baguette magique, malheureusement. Nous avons dégagé des pistes lors de groupes de travail que nous avons tenus, mais qui ne sont pas terminés avec nos partenaires et notamment les organisations syndicales. Nous avons essayé de dégager des pistes de solutions. Bien sûr, il y a les questions d'attractivité dont je vous parlais tout à l'heure, mais il y a aussi le renforcement de l'équipe pluridisciplinaire. Et là, ce qu'on constate, en fait, c'est que le médecin d'aujourd'hui veut travailler en équipe, a besoin d'une équipe autour de lui, bien sûr des infirmiers, mais également, pourquoi pas, des ergonomes, des psychologues du travail, avoir des liens également avec les assistants de services sociaux, etc. Donc l'idée est également de renforcer cette notion d'équipe pour avoir un service de santé digne de ce nom. Également, faciliter les reconversions en cours de carrière, mais ça, des dispositifs ont déjà été mis en œuvre. Et il y a également, je voulais vous parler également de la perspective de mutualisation de services de santé, de médecine de prévention, et notamment au niveau des régions. Nous avons rencontré différents acteurs locaux dans 3 régions différentes qui se lancent dans une expérimentation tout à fait intéressante sur ces sujets. Et je voulais vous en faire part parce que pour diffuser les bonnes pratiques, c'est notre rôle. C'est de faire dans un bassin qui manque cruellement de médecins de prévention, un service mutualisé qui peut aller bien au-delà des frontières de la fonction publique de l'État, puisque ça peut rassembler des collectivités territoriales et également des personnes, des agents de la fonction publique hospitalière, qui vont ensemble mettre leurs moyens en commun pour créer un service mutualisé de médecine pour couvrir le bassin concerné. Et on voit que c'est également un grand facteur d'attractivité, je reviens à cette question cruciale, parce que si vous donnez les moyens d'agir avec un centre, un cabinet médical digne de ce nom, une équipe étoffée, des moyens, eh bien, vous attirez beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus de médecins du travail. Et c'est effectivement le cas dans 2 régions, c'est ce qu'on a pu constater. Donc, nous sommes très allants sur ces sujets et nous soutenons fortement les régions concernées dans ces projets.
Nous avons donc une autre priorité, mais j'en ai déjà parlé tout à l'heure lorsque je parlais de prévention de l'inaptitude sur la période de préparation au reclassement et donc pour éviter cette fameuse rupture suite à une reconnaissance d'inaptitude. Au-delà des priorités que j'ai évoquées, et j'en ai sans doute oublié, ce que je voulais vous dire, c'est que justement, et je reboucle avec le début de mon intervention et la création du BOCT, du Bureau de l'organisation des conditions du temps de travail, c'est que la DGAFP s'engage dans la diffusion des démarches globales dans le domaine de la qualité de vie au travail. C'est-à-dire que notre rôle, ça a déjà été dit ce matin, hein, mais c'est de connaître, bien sûr, mais c'est aussi de faire connaître et de diffuser. Pour cela, nous avons un partenariat fort avec l'ANACT, puisque nous avons une convention cadre sur 3 ans. Et en ce moment, l'ANACT nous aide à rédiger un guide méthodologique relatif à la QVT qui permettra effectivement d'aider les administrations à comprendre les enjeux, élaborer une stratégie, mettre en place une vraie démarche et accompagner sa mise en œuvre surtout. Et parallèlement, ce que nous faisons à la DGAFP, bien sûr, c'est accompagner les administrations, alors d'abord en recensant leurs actions, et là on s'aperçoit, mais ça a été dit tout à l'heure, qu'effectivement il y a beaucoup d'actions qui sont menées en termes de QVT, il y a beaucoup aussi d'agents dans les DRH qui font de la QVT sans le savoir, si je puis dire, et c'est vraiment frappant lorsqu'on discute avec nos réseaux, que ce soit nos réseaux nationaux ou nos réseaux locaux. Monsieur Douillet a parlé tout à l'heure des conseillers en organisation du travail qui sont placés auprès des SGAR de région, et c'est vrai que pour nous, c'est un réseau très, très précieux parce qu'on s'appuie dessus pour recenser les bonnes pratiques. Nous avons aussi les CASEP, c'est-à-dire les conseillers en action sociale et en environnement professionnel sur lesquels on s'appuie. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a souvent beaucoup d'initiatives locales. Les services déconcentrés sont souvent très allants sur des expérimentations, peut-être plus qu'au niveau central. Et donc nous, notre rôle, c'est bien sûr de diffuser, de faire connaître et de les soutenir. On voit qu'il y a beaucoup d'expérimentations menées, par exemple, je pense à la mise en place d'espaces de discussion, la mise en place de baromètres sociaux, la mise en place également de nouveaux outils, je dirais, pour accompagner le télétravail, on verra cet après-midi. Voilà, il y a un certain nombre d'expériences qui sont tout à fait intéressantes. Et nous, on va essayer d'accompagner ces initiatives et de libérer les initiatives locales. Ensuite, juste pour conclure sur l'agenda social, je pense qu'il est important aussi de se dire que même si je vous ai beaucoup parlé de médecine de prévention, les autres sujets sont présents dans notre feuille de route, et nous accompagnons les différents groupes qui peuvent se tenir sur d'autres thèmes. Je pense notamment à l'égalité professionnelle homme-femme. Bien entendu, notre bureau est partie prenante de cette discussion sur ce sujet, et nous accompagnons le bureau métier concerné pour lui proposer des solutions et des réformes. Sur l'action concrète également, je vais passer la parole à Nadia pour qu'elle vous parle du Fonds interministériel d'amélioration des conditions de travail. Merci Alice. Bonjour à tous et à tous. Donc là, je vais vous parler d'un outil concret en fait, pour améliorer les conditions de travail. C'est le Fonds interministériel pour l'amélioration des conditions de travail. Alors ce fonds, plusieurs éléments ont concouru en fait à la création de ce fonds. Le premier, c'est le discours du ministre au mois de juillet au Conseil supérieur de la fonction publique, où il a rappelé que les conditions de travail, l'amélioration des conditions de travail était un objectif principal et prioritaire de l'action de la DGAFP. Autre élément qui concourt à la création de ce fonds, Karine Soulet vous en a parlé ce matin, c'est l'action publique 2022. Donc je rappelle un petit peu les grands objectifs: améliorer la qualité des services publics, offrir aux agents un environnement de travail modernisé
et impliquant pleinement la définition et le suivi des transformations. Et puis les chantiers transversaux RH, notamment la rénovation du cadre des ressources humaines, avec une forte volonté d'améliorer les conditions de travail. Donc l'ensemble de ces éléments, à partir de l'ensemble de ces éléments, une demande a été réalisée dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances 2018 et ce fonds a été créé et doté d'1 million d'euros. Le contexte aussi de la création de ce fonds s'inscrit dans le dialogue social avec les organisations syndicales, qu'il soit au niveau de la DGFP mais aussi au niveau local, puisque quand on parle de conditions de travail, on doit aussi être sur un dialogue social au plus proche des équipes, des collectifs de travail. Les autres fonctions publiques, les autres versants de la fonction publique bénéficient déjà de fonds, je pense au fonds au FNP et aux fonds qui bénéficient à la territoriale et à l'hospitalière. Et puis à l'hospitalière, il y a un autre dispositif qui s'appelle le FACT et qui permet aussi d'accompagner les employeurs dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail et la prévention des risques. Ce fonds aussi s'inscrit dans la complémentarité avec d'autres fonds. Là, vous voyez que ça peut être le fonds notamment, enfin le fonds de modernisation des DDI, mais ça peut être d'autres fonds, puisque d'autres ministères ont développé des fonds qui permettent aussi l'accompagnement des employeurs dans l'amélioration des conditions de travail. Donc le FIACT, c'est améliorer les conditions de travail tout en rénovant l'action publique et en améliorant la qualité du service public. Ce qu'on ne cesse de se dire depuis ce matin, en filigrane, c'est quand même l'idée que l'amélioration des conditions de travail est un facteur important dans l'amélioration de la qualité du service public et que l'un et l'autre sont intimement liés. Donc ce fonds est un réel levier pour les employeurs pour permettre donc l'amélioration des conditions de travail, j'ai l'impression de le dire 10 fois. Mais les financements des projets doivent quand même s'inscrire dans des démarches assez globales de prévention de la santé et de la prévention des risques professionnels. Donc le fonds fonctionne sur la base d'un appel à projet. Toutes les administrations de l'État peuvent répondre à ce fonds, les administrations centrales, les administrations déconcentrées, les établissements publics, et il porte sur différents thèmes. L'organisation et les conditions de travail, c'est une vision assez globale c'est vraiment des thématiques très globales. Les projets englobent vraiment des choses assez globales. La prévention des risques professionnels, parce qu'en fait, c'est le socle des conditions de travail, et puis des actions de promotion de la santé, qui permettent aussi de contribuer à la qualité de vie au travail. Les critères que nous avons sélectionnés, alors je ne vais pas tous les citer, mais peut-être les plus importants, c'est le caractère participatif. C'est un des autres éléments qui a été énoncé à plusieurs reprises, et notamment par Philippe Douillet. L'idée, c'est d'impliquer les agents. Donc le caractère participatif dans les projets est important. La notion d'urgence ou de situation objectivement dégradée, on observe dans les différentes administrations que la situation des agents, des organisations ne sont pas les mêmes et c'est un facteur, enfin c'est des éléments qui sont importants à prendre en compte. Et puis l'impact, et puis le montant de cofinancement, le calendrier de mise en œuvre sont aussi des éléments importants. Donc un comité de sélection donc, a été constitué pour permettre d'étudier l'ensemble des projets. Il est constitué de la DGFP, de la DSAF parce qu'il y a une complémentarité avec le Fonds de modernisation des DDI et de représentants d'employeurs, deux ministères en fait, ministère de la Justice et le ministère de l'Éducation nationale, et deux PFRH, deux directeurs de PFRH qui participent à ce comité de sélection. L'ANACT vient en appui, si nécessaire, sur des questions un peu plus techniques, si on le souhaite. Alors le calendrier, les dossiers ont déjà été déposés, donc on avait les administrations avaient jusqu'au 28 février pour nous envoyer leurs dossiers. Les comités de sélection vont se réunir les 28 et 29 mars. Et à partir du 30 mars, vous aurez, pour ceux qui sont présents et qui auront déposé un dossier, la réponse à l'appel à projet. Alors, c'est un énorme succès. En fait, nous ne nous attendions pas du tout à avoir autant de dossiers, puisque nous avons reçu plus de 200 dossiers. Donc c'est vraiment, ça démontre de l'implication des équipes et des administrations sur la question de l'amélioration des conditions de travail. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important à souligner.
Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a vraiment une diversité des administrations centrales, des administrations déconcentrées, sur l'ensemble du territoire, outre-mer compris. Enfin, réellement, on couvre tous les projets qui sont montés couvrent l'ensemble du territoire, et je trouve que c'est plutôt quelque chose qui est à saluer. Et la multiplicité des projets aussi dans des domaines très divers. Alors effectivement, on avait volontairement voulu, pour une première année de lancement, ouvrir le champ des possibles, j'ai envie de dire. Et donc vous nous avez suivis, puisque les projets ont été vraiment assez divers. On a des questions d'équipement, d'aménagement d'espace, des accompagnements d'équipe, de la prévention des risques, la prévention des addictions, la question du bien-être. C'est un élément qui me semble intéressant à retenir et qui va reboucler en fait avec la journée sur la question de la QVT. C'est que beaucoup d'employeurs, donc c'est vrai que se sont saisis de cette opportunité, et on observe dans le cadre des projets que beaucoup d'employeurs se sont saisis de la question de la qualité de vie au travail. Et ils présentent, et certains projets, enfin quelques-uns vraiment, proposent une approche assez globale de l'amélioration des conditions de travail, donc de la qualité de vie au travail. Donc, dans certains projets, on peut observer qu'ils conjuguent des actions sur plusieurs champs et domaines. On va être sur de l'accompagnement d'équipe. Sur un même projet, hein, on a de l'accompagnement d'équipe, de l'accompagnement managérial, on a aussi de l'aménagement d'espace, de la question, et tout ceci fait avec les agents et réfléchi dans le cadre pas uniquement du dialogue social, mais aussi dans le cadre d'une concertation, puisque certains ont commencé par des baromètres sociaux, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment un point important pour dire que d'ores et déjà, la question de la QVT, elle est un peu infiltrée un peu partout dans les administrations de l'État. Voilà. Merci. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est qu'effectivement, et ça a été évoqué tout à l'heure, il y a eu, dans le projet d'accord cadre sur la QVT de 2015, un des sujets de travail était la mise en place d'études d'impact avant toute réorganisation. Malheureusement, l'accord n'a pas été signé, mais l'objet de travail reste. Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, dans certains cadres et organisations, il y a eu des études d'impact sur le sujet, sur la transformation. Je pense que ce sujet est un sujet très important qui pourrait, à mon sens, rebondir et ressortir à l'occasion des chantiers en cours de discussion qui viennent d'être annoncés par le ministre, et je pense notamment à l'accompagnement des transformations. Je pense que c'est un des sujets, en tout cas s'il y a un item que l'on pourrait nous défendre au sein du bureau, ça serait celui-ci. Alors la question est posée de manière très générale, mais ça existe, hein, bien sûr, à certains endroits, heureusement. Maintenant, la question, c'est doit-on l'imposer? Si on l'impose, sous quelle forme, etc. Mais comme le disait Nadia tout à l'heure, on a beaucoup de projets du fonds, là, du FIACT, qui sont remontés, qui portent effectivement aux suites de réorganisation, ou bien en avance de phase également. Et on voit que c'est un sujet présent, et notamment qui doit faire l'objet de discussions entre les personnels et les agents et les managers également, bien entendu. Voilà. Sur la médecine, les démarches mises en œuvre afin de pallier, j'en ai un peu parlé, hein, sur la démarche, bien sûr, les actions d'attractivité, les actions aussi sur le renforcement des équipes pluridisciplinaires. Peut-être que je n'ai pas parlé aussi des actions sur les missions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend concrètement d'un médecin de prévention, et qu'est-ce qu'on attend d'une infirmière, et qu'est-ce qu'on attend, voilà, de l'équipe. Et là, je dirais aussi l'importance peut-être aussi de réaxer la mission du médecin sur le tiers-temps, hein, le fameux tiers-temps, c'est-à-dire la prévention et l'accompagnement de l'administration dans la prévention des risques, et pas uniquement dans le suivi individuel, même si je ne le dénigre pas, évidemment. Voilà, donc c'est un peu des démarches comme ça de réflexion qui sont en cours et qui je l'espère, aboutiront vers des avancées concrètes rapidement.